Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le dispositif C-REACH niveau 2. Vous êtes nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire, je vous en remercie. Je suis Florian Marc, ingénieur chimiste et responsable du projet C-REACH à l'INRS. Nous allons passer 1 heure environ ensemble aujourd'hui pour parler du dispositif de manière générale, détailler la méthodologie qui est utilisée dans le logiciel. On poursuivra ensuite par une démonstration de ces principales fonctionnalités et on terminera par des réponses aux questions que vous nous avez posées lors de vos inscriptions. Elles ont été très nombreuses, je vous en remercie. Alors C-REACH, c'est un logiciel d'aide à l'évaluation des risques chimiques mis à disposition des entreprises françaises. Il a été conçu et il est soutenu par un ensemble de partenaires, donc bien sûr l'INRS, le ministère du Travail, l'assurance maladie risque professionnel, mais également des organisations professionnelles, France Chimie, l'UIMM pour la métallurgie, le CNPA pour l'automobile, le CIPEV pour les encres, peintures et vernis, et également la MSA. L'objectif de l'ensemble de ces partenaires était de faire de C-REACH un outil de référence en France en matière de prévention des risques professionnels. Le dispositif C-REACH, c'est tout d'abord un site web, www.creach.fr. Sur ce site web, vous trouverez déjà de l'information à propos de la prévention des risques chimiques. C'est de là que vous pourrez également télécharger le logiciel. Mais le dispositif, c'est également une chaîne YouTube dédiée, avec des webinaires à visualiser en replay, comme celui que vous êtes en train de voir, des témoignages d'utilisateurs et des vidéos d'aide. Le dispositif met également à disposition des utilisateurs de l'assistance, puisque l'objectif n'est pas de vous laisser seul face au logiciel et à la prévention des risques chimiques. Donc une assistance de niveau informatique ou bien fonctionnelle sur le logiciel, ou encore métier sur la prévention des risques chimiques. Cette assistance, vous pouvez la faire au sein des partenaires, puisque un réseau de plus de 150 référents a été formé. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir de l'aide. Le logiciel C-REACH, donc téléchargeable sur le site www.creach.fr, est en téléchargement et en utilisation libre. Il s'installe en local sur votre ordinateur, ce qui fait que les données sont sécurisées et ne sont pas sur Internet. Vous pouvez stocker ces données en réseau pour les partager, on y reviendra. Pour l'utilisation quotidienne du logiciel, Internet n'est pas nécessaire. Internet n'est nécessaire que pour faire la mise à jour du logiciel, même si on vous conseille d'être toujours connecté à Internet. Et enfin, le logiciel n'est pas réglementairement obligatoire. Pour information, on estime aujourd'hui le nombre d'utilisateurs réguliers à environ 30 000 entreprises. C-REACH se veut le plus accessible pour tous, quel que soit le niveau d'utilisation et de connaissance en termes de risques chimiques de l'utilisateur. C'est pourquoi il existe différents niveaux dans le logiciel. Aujourd'hui, on va se consacrer au niveau 2, qui est dit à un niveau intermédiaire, donc pour des gens qui connaissent déjà la démarche de prévention des risques chimiques. C-REACH est un dispositif qui évolue. Pourquoi ? Pour être à jour de la réglementation française, pour vous mettre à disposition les bonnes pratiques de prévention, les dernières, pour bien sûr vous faire profiter d'évolutions ergonomiques et informatiques, mais aussi de nouvelles fonctionnalités, notamment pour répondre à vos besoins, puisque vous nous en faites remonter régulièrement, et on les intègre quand on le peut. Voilà pour cette présentation générale du dispositif. Maintenant, on va rentrer dans le détail de la méthodologie qui est utilisée dans le logiciel. C'est le cœur du logiciel. Alors, cette méthodologie, on va la détailler pour le niveau 2. Elle peut être différente, bien évidemment, pour les niveaux 1 et niveau 3. Sachez que ce que je vous dis aujourd'hui sur la méthodologie, vous le retrouvez de manière encore plus détaillée dans un document qui est disponible dans le logiciel. Il s'intitule « Démarche d'évaluation utilisée dans C-REACH ». Je vous le montrerai lors de la démonstration. Cette méthodologie, elle va se faire en 4 étapes. La première étape, qui va être l'étape la plus cruciale, la plus chronophage aussi, va être de concevoir, de réaliser l'inventaire des produits chimiques. Ça va se faire en 2 volets.
on va s'intéresser aux produits étiquetés qui sont dans l'entreprise. Ce sont tous les produits qui possèdent une étiquette de danger selon le CLP. Et on va devoir s'intéresser dans le second volet à ce que l'on a appelé les agents chimiques émis. Ça va concerner toutes les situations de travail où les produits ne sont par exemple pas soumis au CLP ou sont directement générés, produits directement sur le lieu de travail. Ça va notamment concerner des fumées de soudage, des poussières de bois, la farine, les fumées de combustion, de moteur, voilà. Tout un tas de situations qui ne sont pas forcément faciles à identifier sur le lieu de travail, souvent méconnues. Donc le logiciel va vous y aider. La deuxième partie de cette première étape, qui est très importante pour le niveau 2, c'est cartographier les zones de votre entreprise. Il faut que vous arriviez à bien détailler l'activité de votre entreprise par différents niveaux de zone pour notamment renseigner les différents postes de travail et les tâches qui y sont réalisées. Sans un bon découpage, vous ne pourrez pas facilement et de manière optimisée réaliser l'évaluation des risques de votre entreprise. Donc voilà la première étape. Les données qui sont saisies durant cette première étape sont vraiment capitales parce que les résultats de ces REACH vont dépendre de la qualité des données que vous aurez saisies. La deuxième étape, eh bien, le logiciel, en fonction de ces informations, va vous donner un risque potentiel, c'est-à-dire un premier niveau de risque concernant les produits dans les zones. Il va le faire par un jeu de couleurs et de priorités, vert, orange et rouge, ce qui va permettre d'aboutir à un classement des produits, des situations de travail par priorité et vous permettre ainsi de prioriser le traitement par la suite de la démarche. C'est donc l'étape 3 où cette fois-ci on va s'intéresser à un risque résiduel, c'est-à-dire le résidu de risque qui subsiste lorsque l'on a pris en compte bien sûr les dangers du produit, ses conditions d'utilisation et les mesures de prévention et de protection qui sont déjà en place. De la même manière, le logiciel va vous donner un résultat priorisé avec un code couleur vert, orange et rouge. Cette évaluation va se faire produit par produit à la tâche de travail. C'est pour ça qu'il est primordial de bien les renseigner. Vous allez pouvoir, de manière optionnelle, également prendre en compte l'utilisation des équipements de protection individuels et venir ainsi pondérer le risque résiduel. Et enfin, quatrième étape, puisque l'objectif n'est pas uniquement de faire de l'évaluation du risque chimique, mais bien de faire progresser la maîtrise des risques chimiques dans votre entreprise. Et ça va passer par un plan d'action, et CEREACH va vous aider à mettre en place ce plan d'action. On va maintenant, après avoir présenté les grandes étapes, on va en détailler certaines pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne exactement. Concernant les risques potentiels, le logiciel va se baser sur deux paramètres. Tout d'abord, les dangers du produit, ces mentions H et EUH, et ensuite une quantité utilisée à l'année. Cette quantité sera comparée à une quantité de référence pour aboutir au risque potentiel. Le niveau de risque vous sera donné pour définissant une priorité de traitement de la situation de travail avec 3 niveaux, modéré, élevé ou très élevé. Et ça, le logiciel, il va le faire pour 3 risques. Le risque pour la santé, le risque pour l'incendie, explosion et le risque pour l'environnement. L'étape suivante est l'évaluation des risques résiduels, donc prise en compte des conditions d'utilisation du produit et des mesures en place. Donc on va s'intéresser à des paramètres spécifiques au produit et des paramètres spécifiques à la zone, à la situation de travail. On va venir les détailler. Et en fonction de tout cela, le logiciel va venir déterminer un niveau de risque résiduel en 3 niveaux, modéré, élevé, très élevé, selon le code de couleur. Et il va le faire pour le risque inhalation et le risque cutané-oculaire en venant affiner le risque potentiel santé. Et il va venir affiner également le risque potentiel incendie-explosion. Alors, comment fonctionne l'évaluation du risque résiduel d'inhalation ? Le logiciel va s'intéresser aux informations concernant les produits, bien évidemment ses dangers, mais également son état physique, par un jeu de caractéristiques comme la tension de vapeur ou la granulométrie. Ensuite, le logiciel va s'intéresser aux informations qui concernent les zones. Cette fois-ci, comment le produit est utilisé, par quel type de procédé,
Est-ce que c'est un procédé clos, un procédé totalement ouvert ou qui émet directement le produit dans l'atmosphère de travail? Ensuite, on vient s'intéresser aux protections collectives. Est-ce que j'ai une ventilation générale? Est-ce que j'ai un captage à la source? Est-ce qu'il est maintenu ou non? Et enfin, des paramètres qui sont demandés dans certains cas, comme une durée d'exposition ou une quantité journalière. Tout ça va permettre d'aboutir au risque résiduel inhalation, en 3 niveaux, modéré, élevé, très élevé. Concernant le risque cutané-oculaire, on part bien sûr des dangers des produits, et on va s'intéresser également aux informations concernant les zones, un scénario d'exposition, en fonction de l'utilisation du produit, les surfaces potentiellement exposées, et selon les cas, un temps de contact et une quantité journalière. Tout ça pour aboutir au risque résiduel cutané-oculaire, avec les 3 niveaux de risque. Enfin, le risque résiduel incendie-explosion. On va venir s'intéresser concernant les produits à leur danger, bien évidemment, à leur état physique, avec des paramètres qui peuvent être différents de ceux déjà évoqués, par exemple le point d'éclair. Et enfin, des informations concernant les zones. Des paramètres communs avec le risque inhalation, comme le type de procédé et la protection collective. On va venir aussi s'intéresser à une quantité journalière, et des paramètres plus spécifiques au risque incendie, source d'inflammation, procédure de stockage, ou des mesures de sécurisation du poste. Tout ça nous permettant, bien sûr, d'évaluer le risque résiduel incendie-explosion en 3 niveaux, modéré, élevé ou très élevé. Une fois l'évaluation du risque résiduel réalisée, on peut affiner par la prise en compte des EPI. On a la possibilité d'affiner le risque résiduel inhalation par la prise en compte des EPI respiratoires et le risque résiduel cutané-oculaire par la prise en compte des EPI cutanés. Pour cela, on vient sélectionner les EPI respiratoires, répondre à des questionnaires notamment. On le verra dans la démonstration. Et cela vous permet de visualiser un gain plus ou moins significatif sur le niveau de risque. L'étape finale de l'évaluation, c'est bien évidemment de mettre en place des actions de prévention pour améliorer le niveau de risque dans votre entreprise. Et ce plan d'action, on le veut catégoriser pour vous aider à mettre en place vos actions. Donc on vous propose une dizaine de catégories qui sont basées sur les principes généraux de prévention. C'est pour ça qu'on y retrouve par exemple de la substitution, des équipements de protection collective, de la formation et d'autres encore. Le plan d'action, bien sûr, il va se constituer à partir des données des produits que vous avez saisis ou que le logiciel connaît, et des résultats des évaluations des risques. Les actions qui sont proposées par CERIC, eh bien, vous pouvez les accepter ou les refuser, leur fixer une priorité d'action, leur fixer un délai de réalisation. Ça vous permettra ainsi d'en faire le suivi. Et enfin, nous vous conseillons vivement, bien sûr, de créer vos propres actions pour répondre à vos problématiques spécifiques. Et ainsi, vous pourrez faire évoluer de manière favorable les risques dans votre entreprise. Donc ça, c'était les différentes étapes de la démarche, mais le logiciel vous propose également des fonctionnalités complémentaires pour vous aider au quotidien de votre entreprise. Notamment des focus, on le détaillera dans la démonstration, concernant les FDS des produits, concernant les produits et agents chimiques émis SCMR, et un outil de traçabilité qui va vous permettre de venir faire des recherches de manière assez puissante. Ensuite, on met à disposition un éditeur d'étiquettes pour pouvoir établir des étiquettes de reconditionnement, divers documents, comme le document démarche dont je vous ai déjà parlé, et un outil de simulation qui vous permettrait de notamment visualiser les résultats d'évaluation des risques avant de pouvoir prendre certaines décisions. On verra comment. Et enfin, des fonctionnalités d'import et d'export, notamment pour pouvoir partager, exploiter pleinement l'ensemble des informations qui figurent dans le logiciel. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. On va pouvoir maintenant passer à la démonstration. Bien, alors voici le logiciel tel qu'il se présente lorsque vous l'ouvrez après avoir créé un premier fichier, ce que l'on appelle un inventaire. Ces fichiers sont des fichiers en .ser, ce sont les fichiers utilisables par le logiciel. Nous vous conseillons donc de stocker ces fichiers directement sur votre ordinateur par sécurité.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, les stocker en réseau, mais alors vous serez dépendant des performances de votre réseau et lors des multiples et régulières sauvegardes du logiciel, si un problème de réseau survient, alors vous avez potentiellement des risques de perdre des données. Donc nous vous conseillons d'installer, de positionner les sauvegardes du logiciel en local. Bien évidemment, rien ne vous empêche de mettre des copies à disposition de vos collaborateurs directement sur une baie de stockage en réseau. Le logiciel se présente donc de cette façon, avec sur la partie gauche différents menus qui permettent de dérouler la démarche de haut en bas. Dans chacun des menus, vous avez à votre disposition différents onglets qui permettent également de renseigner des informations ou d'en consulter. Sur chaque écran, vous avez à votre disposition ces 4 boutons qui sont relativement importants, notamment le bouton point d'interrogation qui est un bouton d'aide en ligne. Vous avez à votre disposition une aide contextualisée, c'est-à-dire que vous avez de l'information spécifique qui vous est donnée sur l'écran en cours de consultation. Ainsi, vous trouverez de l'information sur le contenu des informations présentées, à quoi correspond tel bouton ou tel champ, pourquoi avez-vous à le remplir et comment. N'hésitez pas à consulter cette aide si vous avez des questions ou si vous êtes perdu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, disposer du contenu intégral de cette aide en ligne dans un document. Je vous le montrerai tout à l'heure. En complément, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site www.serich.fr parce qu'il y a une FAQ à votre disposition qui répond aux questions les plus fréquemment rencontrées. Donc n'hésitez pas également à la consulter. Le deuxième bouton important, c'est la roue dentée, le menu de configuration. C'est dans ce menu que vous trouverez votre niveau et que vous pourrez en changer. C'est également là que vous pourrez trouver l'option de sauvegarde automatique ou de désactivation de la sauvegarde automatique. Je vous le disais, Serich fait des sauvegardes régulières. Plus votre inventaire va être volumineux, plus vous allez mettre de pièces jointes, plus les sauvegardes vont prendre du temps. Et donc, vous pourriez, par souci d'utilisation quotidienne, vouloir désactiver cette sauvegarde automatique pour vous simplifier la vie et choisir le moment opportun pour réaliser ces sauvegardes. Et donc, ça se passe ici. Je vais maintenant vous détailler chacun des menus. Le premier menu est un menu de synthèse. Donc, sur chacun des onglets, vous avez des résumés des informations mises à disposition dans le logiciel. J'y reviendrai plusieurs fois au cours de la présentation. Sur cette première synthèse, vous disposez sur la partie gauche des informations sur les produits et les agents émis que vous avez déjà saisis. Sur la partie droite, vous avez à votre disposition des informations générales à propos du risque chimique ou sur Serich. On a à cœur de toujours vous mettre à disposition de l'information à jour et disponible. Donc on vous renvoie notamment sur le site internet de l'Institut. Par exemple, ici on vous donne une information sur les fiches de l'année de sécurité. Eh bien, vous tombez sur un document qui correspond à cette problématique. Ensuite, le deuxième menu va vous permettre de réaliser la première partie de la première étape. Réaliser la cartographie de son entreprise. Donc ça se passe sur la partie droite de cet écran. Sur la partie gauche, vous avez la liste des produits, on y reviendra. Sur cette partie droite, vous disposez donc d'un exemple ici d'une entreprise qui est fabricante de piscines. Elle a été décrite avec les différents niveaux accessibles dans le logiciel. Il y en a 4. Niveau de zone, donc le plus élevé, l'établissement, pour aller jusqu'au poste de travail, avec un intermédiaire autant que vous le souhaitez d'unités de travail. Et à chaque poste, vous venez détailler des tâches de travail qui y sont réalisées. Donc ici, par exemple, j'ai un poste de gel cotage dans l'unité de production. Et à ce poste de gel cotage, j'ai 2 tâches, la tâche de pulvérisation de mon gel coat et la tâche de remplissage des cuves. Ainsi, vous arriverez à décrire votre entreprise et son activité le plus détaillé possible pour pouvoir réaliser l'évaluation des risques la plus fine également. Pour ajouter une zone, ça se passe via ce bouton plus. On vous demande bien évidemment le nom de la zone. Je viens créer un poste de travail. J'indique que c'est un poste de travail.
je le positionne dans mon atelier de production, je peux y mettre une date de fin pour dire à un moment donné que le poste n'existe plus et les tâches n'y sont plus réalisées. On voit que mon poste est créé ici, et ainsi, on vient décrire donc son activité. L'étape d'après, c'est de venir indiquer au logiciel que j'utilise tel ou tel produit dans tel poste, à telle situation de travail. On peut le faire via cet écran assez simplement, en venant glisser-déposer le produit dans la zone. Le logiciel me demande une quantité annuelle, je vous le rappelle que c'est l'un des 2 paramètres nécessaires pour évaluer les risques potentiels. Je l'ajoute. Et ainsi, on a décrit cette activité. Alors, on peut le faire pour tous, ou on peut le faire directement via le menu de gestion des produits. Lorsque l'on crée les produits, on va y venir tout de suite. Donc ça, c'est la deuxième partie de cette première étape. Constituer l'inventaire des produits. Donc, pour ce faire, au niveau 2, vous disposez dans ce menu de 3 onglets. Un onglet notamment sur les produits étiquetés. On va commencer par lui. Donc, vous disposez ici de la liste des produits qui sont déjà présents dans l'inventaire. Pour en ajouter un nouveau, ça se passe ici. La première information capitale, primordiale, c'est le nom du produit. J'ajoute son nom. Ensuite, je peux venir compléter ces champs qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont permettre de faciliter l'utilisation quotidienne du logiciel. Je viens joindre une FDS dans le logiciel, on verra à quoi ça peut nous servir, et je viens y mettre une date de mise à jour, ce qui va permettre d'en faire le suivi. Le logiciel ensuite me demande quelles sont les propriétés physico-chimiques de mon produit. Donc, je viens consulter la FDS notamment pour pouvoir dire si mon produit est un gaz, un liquide ou une poudre, et de renseigner les différents paramètres demandés. Par exemple, le point d'éclair, je l'indique, une tension de vapeur. Là, je ne l'ai pas dans la FDS, donc je coche cette case. Cette fois-ci, il me demande une température d'ébullition. Là, je l'ai, je l'indique. Ainsi, j'ai terminé ma saisie de caractéristiques physico-chimiques. Deuxième information intéressante, même si elle n'est pas directement utilisée pour évaluer le risque dans le logiciel, c'est la possibilité d'ajouter des informations de composition. Quelles sont les substances présentes dans le produit qui figurent à la rubrique 3 de la FDS? En renseignant des substances de cette manière, le logiciel va pouvoir vous donner de l'information. Donc ça se passe ici, ajouter une substance. Par exemple, je vais venir ajouter du formaldéhyde à mon produit. Je fais une recherche via le numéro CAS. Je rentre, le logiciel me donne automatiquement les informations dont il dispose, comme par exemple des limites, des valeurs limites d'exposition professionnelle, des classifications officielles CMR, 1A, 1B, d'après l'annexe 6 du CLP. En terminant, je peux ainsi ajouter ma substance. On peut ajouter également une information de concentration, même si l'information n'est pas utilisée dans le logiciel. Et on vous donne accès également à de l'information spécifique sur la substance. Par exemple, la fiche toxicologique. Donc on tombe sur la fiche de l'aldéhyde formique et solution aqueuse. Le deuxième onglet va nous permettre de venir renseigner les dangers du produit. Donc plusieurs façons pour ce faire, soit directement en renseignant les dangers manuellement, soit en venant analyser la FDS que l'on a ajoutée. On vient ensuite compléter avec mention d'avertissement et pictogramme. Le troisième onglet est un onglet de consommation. Il va donc vous permettre d'associer les produits aux différentes zones en renseignant cette quantité annuelle. Par exemple, mon produit est présent dans le poste de gel cotage, je renseigne une quantité. Et je peux le faire pour d'autres zones, bien évidemment. Dans cet écran figurent également des champs qui ne sont pas obligatoires mais qui sont fort utiles, notamment pour faire le suivi et garantir l'historique des évaluations des risques dans le logiciel. Ce sont des dates. Vous disposez notamment d'une date de fin d'utilisation du produit. Ainsi, le logiciel saura que le produit n'est plus utilisé mais qu'il est encore stocké. Et vous avez également une date de fin de présence qui indiquera au logiciel que le produit n'est ni utilisé ni stocké, qu'il a été totalement
éliminé. C'est ce qu'on va faire, le produit est éliminé depuis le 1er octobre. Le logiciel vous informe alors des conséquences et de ce que vous devez avoir en tête lorsque un produit est éliminé dans le logiciel. Le dernier onglet lors de l'ajout d'un produit est consacré à un résumé des informations, ce qu'on appelle la fiche produit. Donc vous avez l'ensemble des informations. Vous disposez ici des niveaux de risque potentiel du produit et parfois des spécificités réglementaires en fonction des informations. Et notamment ici, vous disposez des éléments liés au formaldéhyde puisqu'on l'a intégré au produit. L'ensemble de ces informations peut être exporté sous format PDF pour l'afficher sur le lieu de travail, s'en servir pour faire de la formation ou de l'information de sensibilisation auprès des salariés. N'hésitez pas à les utiliser. En cliquant sur Terminer, j'ajoute mon produit. Je vais ainsi le retrouver dans ma liste. Je le retrouve ici. Alors, il est barré en statut éliminé, puisque depuis le 1er octobre, le produit est éliminé. Vous avez également à votre disposition la FDS du produit. Là, je vous ai montré comment renseigner un produit en fonction de ce que demande CReach. Cependant, vous nous avez fait de nombreuses fois remonter que vous avez des spécificités liées à votre activité ou à votre secteur. C'est pourquoi vous avez peut-être besoin de champs spécifiques, personnalisés. C'est pourquoi nous disposons de ce bouton qui vous permet justement de créer des champs personnalisés au niveau des produits. Par exemple, ici, nous avons 2 champs, si vous vous intéressez aux rubriques ICPE, ou bien au tableau de maladies professionnelles dans les produits. On peut en ajouter un 3e, par exemple. Je ne sais pas moi, si le produit est concerné par des restrictions REACH, confirmé. En terminant, les champs sont créés dans l'ensemble des produits. En revenant sur un produit, on les voit, ils sont là. Et vous pouvez renseigner pour chacun des produits ces champs personnalisés. Par exemple, si je prends l'acétone, je vais renseigner le tableau de maladies professionnelles. Et ainsi, les résultats de ces champs pourront être exploités dans les exports de manière structurée, dans la traçabilité, où on le verra, où on pourra faire des filtres sur ces champs. Je vous ai parlé des substances et je vais maintenant, avant de revenir sur les agents chimiques émis, vous parler de la nouveauté de la version 3.2 qui est la base substance. Parce qu'on a donc créé une base substance que vous pouvez plus facilement exploiter qu'auparavant pour vous aider à mieux gérer les informations sur les substances. Donc vous disposez CReach dispose d'un ensemble d'informations et vous pouvez exploiter ces informations. Là, ce sont l'ensemble des substances qui sont déjà présentes dans le logiciel. Par exemple, on a du styrène, donc, qui a été ajouté dans la base substance. Le logiciel vous indique qu'effectivement, le styrène possède des VLEP. Vous avez même pu ajouter une VLEP parce que vous avez une VLEP interne à votre entreprise qui est plus contraignante. Vous avez indiqué au logiciel que c'est la VLEP que vous souhaitez utiliser dans CReach. Vous avez une VLCT. Alors, vous pouvez aussi renseigner une VLCT interne à l'entreprise. Vous dites que c'est celle que vous souhaitez utiliser dans le logiciel. Vous pouvez aussi, vous avez à votre disposition les catégories CMR 1A, 1B officielles. Vous pouvez aussi en renseigner d'autres si vous le souhaitez. Et vous avez à votre disposition également des champs personnalisés pour les produits. Donc ici, il y en a un d'indiqué, c'est la restriction REACH. Ainsi, vous pouvez, via cette base substance, gérer vos substances et pouvoir ainsi afficher dans les produits les substances de manière homogène. On vous invite aussi à créer votre propre substance, si ce sont des substances qui ne sont pas déjà connues de CReach. Par exemple, une substance que le logiciel ne connaîtrait pas. Y ajouter éventuellement des VLEP si vous avez connaissance, des catégories CMR et tout un tas d'informations possibles. En créant votre substance, vous la retrouvez dans votre base et vous pourrez ainsi venir la sélectionner facilement
et de manière reproductible dans l'ensemble des produits. Voilà pour cette base substance. Je vais maintenant passer au deuxième volet de la réalisation de l'inventaire via ce nouvel onglet, les agents chimiques émis. Les agents chimiques émis sont vraiment importants parce qu'ils font malheureusement souvent l'objet d'une méconnaissance sur le lieu de travail, d'une mauvaise identification. Donc c'est pourquoi dans le logiciel, on vous propose une cartographie d'une centaine d'agents chimiques émis via ces 10 grandes familles. Donc on vous invite à les parcourir ou à faire directement une recherche. Par exemple, si vous vous intéressez au soudage, eh bien, vous allez dans les procédés de la métallurgie, fumée de soudage. Et vous vous intéressez par exemple aux fumées de soudage oxyacétylénique. Vous visualisez ainsi les informations de l'agent chimique émis. Vous avez notamment son niveau de risque potentiel défini, un document de référence sur la problématique, donc les fumées de soudage. Vous venez dire à quel endroit de l'entreprise ces fumées de soudage sont émises. Vous avez éventuellement des spécificités réglementaires qui apparaissent, selon les cas, bien sûr. Vous pouvez exporter de la même façon que vous exportez la fiche produit, une fiche concernant cet agent chimique émis. En cliquant sur Terminer, eh bien, il vient s'ajouter à la liste des agents déjà présents. On a visualisé dans chaque produit et chaque agent le niveau de risque potentiel. Mais si vous voulez avoir une vision d'ensemble, on va retourner sur le tableau de bord. Au niveau du 11e onglet, hiérarchisation, vous visualisez ici l'ensemble des risques potentiels de votre entreprise. Vous pouvez tout à fait exporter au format Word cette synthèse et ainsi la présenter, éventuellement l'annexer au document unique en tant que base de travail. On va maintenant passer au menu suivant, qui est le 4e, pour réaliser l'évaluation du risque résiduel, puisque c'est la prochaine étape. Je vous rappelle, l'évaluation du risque résiduel va se passer à chaque poste, chaque tâche de travail pour l'utilisation de chaque produit. Donc on vient d'abord sélectionner un poste de travail, puis une tâche, et ensuite le produit que l'on souhaite évaluer. Le logiciel vous rappelle ici les risques potentiels du produit, et ensuite vous avez les risques résiduels. Habituellement, les boutons sont bleus avant leur évaluation. En cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder aux différents paramètres nécessaires pour évaluer le risque résiduel du produit. Donc, par exemple, une température d'utilisation à ce poste de travail. On retrouve ici les informations concernant le produit qui ont déjà été saisies. Et sur la partie droite, vous avez des informations concernant la situation de travail, la tâche et le poste, notamment une ventilation générale, un type de captage ou un type de procédé, tel que on vous les a présentés tout à l'heure. Ces informations, vous devez les compléter pour les 3 types de risques, inhalation, cutanée oculaire ou incendie, sachant que certaines informations sont redondantes et n'ont besoin d'être saisies qu'une seule fois. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, en cliquant sur Terminer, vous visualisez le niveau du risque résiduel du produit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous arrêter là en termes d'évaluation des risques, mais vous pouvez également aller au-delà en prenant en compte les EPI. Donc ça se passe dans le menu suivant, et vous arrivez tout de suite sur un message d'avertissement qui vous informe que le recours aux EPI n'est possible que si vous avez examiné toutes les autres solutions, notamment la protection collective, et si ces autres solutions ne sont pas techniquement possibles à mettre en œuvre. Donc, une fois que vous avez pris en compte de cet avertissement, vous pouvez cliquer sur le bouton et vous arrivez sur un écran similaire à celui de l'évaluation du risque résiduel, où vous avez justement les 2 types de risques qui vous sont rappelés, et ensuite vous pouvez venir affiner le risque inhalation par les équipements de protection respiratoire ou le risque cutané-oculaire par les EPI cutané-oculaires. Si on souhaite par exemple renseigner un EPI respiratoire, on vient par exemple le sélectionner la classe, le type de filtre. Ensuite, on vient répondre à un certain nombre de questions pour vérifier l'adéquation avec les conditions de travail.
Donc, est-ce que l'atmosphère est appauvrie en oxygène? Est-ce que l'intensité du travail est élevée? Et est-ce que une question sur la durée du port de l'EPI. Et enfin, sur la mise en place d'un programme de protection respiratoire. Quand vous avez répondu à ces questions, le dernier onglet vous amène sur un récapitulatif des informations et vous pouvez visualiser le gain en termes de risque qui peut être plus ou moins significatif selon les cas. En cliquant sur Terminer, vous prenez en compte le risque pondéré par les EPI, qui ne viendra jamais écraser le risque résiduel donné par Serich. Ça, c'est uniquement une information complémentaire. Si je reviens sur le menu précédent du risque résiduel, je ne vous ai pas parlé de ce bouton, qui est la possibilité d'exporter une notice de poste. En fait, le logiciel va vous permettre d'éditer donc une fiche extrêmement complète avec les informations sur le produit, ses risques et les conditions d'utilisation et les mesures de prévention en place. Donc vous pouvez l'exporter au format Word pour la retravailler si vous le voulez. Et vous disposez ainsi d'une fiche très complète sur donc le produit à tel poste de travail, avec ses conditions d'utilisation, les niveaux de risque, dont le risque EPI, enfin le risque pondéré par les EPI que vous visualisez ici, et les moyens de prévention et de protection mis en place. Une fois que vous avez réalisé l'ensemble des risques, réaliser l'évaluation de l'ensemble des risques résiduels, vous pouvez visualiser dans l'onglet, dans le menu tableau de bord avec l'onglet risques résiduels, eh bien, la cartographie des risques résiduels de votre entreprise, que vous pouvez également exporter au format Word, avec la visualisation de la prise en compte des EPI quand c'est le cas. Le menu suivant, qui est le menu du plan d'action, va vous permettre justement de vous aider à mettre en place des actions pertinentes de prévention. Pour vous aider au choix de ces actions, le logiciel vous met à disposition de cet écran qui vient vous faire un rappel sur l'ensemble des zones de votre entreprise et le niveau de risque qui a été identifié, le risque résiduel identifié pour chacune d'entre elles. On vous invite ensuite à venir vous positionner sur ces zones et sur les actions éventuellement à mettre en place. Par exemple, examinons la tâche de remplissage des cuves. En cliquant sur ce bouton, vous avez accès à un résumé de la situation, notamment ici un rappel des risques résiduels de la tâche, l'ensemble des produits et leurs risques résiduels qui sont concernés par cette tâche, et dans ce tableau, vous avez un récapitulatif des applications, des actions qui sont déjà applicables à la tâche, parce que le logiciel vous a proposé automatiquement ou parce que vous avez déjà créé des actions. Sur la base de ces informations, vous allez ajouter ou non des actions complémentaires. Si vous cliquez sur oui, vous allez tomber sur ce visuel qui vient résumer l'ensemble des catégories d'actions proposées par le logiciel. Vous avez également à votre disposition des petites explications et des éléments accessibles via le site web pour vous aider à mettre en place ces actions et à prendre des décisions. En ajoutant une action via l'un de ces boutons, par exemple, vous souhaitez faire de la formation à propos des risques chimiques sur ce poste de travail, vous cliquez sur le plus et vous arrivez sur l'écran de création d'une action. Donc vous nommez votre action, donc formation des salariés, vous pouvez mettre une description, vous dites quelle est la zone concernée, vous donnez une priorité, une date de fin prévue, donc vous vous laissez par exemple un mois pour réaliser cela. Vous pouvez nommer un pilote si vous le souhaitez, y joindre des fichiers et des commandes. En cliquant sur Terminer, vous créez votre action. Et vous pouvez ainsi terminer parce que vous avez estimé que vous avez créé les actions pour améliorer l'évaluation des risques résiduels dans cette tâche de travail. Une fois que vous avez fait ce travail pour l'ensemble des tâches, vous pouvez visualiser le plan d'action par catégorie. Donc là, vous avez un résumé de l'ensemble des actions disponibles dans le logiciel, donc notamment via l'ensemble des catégories. Je ne vais pas détailler chacune des catégories. Si vous souhaitez en savoir plus sur le plan d'action, je vous invite à consulter le webinaire d'octobre 2019 qui traitait des nouveautés de la version 3.0 et notamment essentiellement du plan d'action catégorisé. Je vais tout de même faire un petit focus sur
la catégorie mesurage. Parce que dans cette catégorie, vous disposez d'informations intéressantes et dont j'aimerais vous parler. Vous avez accès via cette catégorie à deux tableaux. Un tableau avec les agents chimiques émis qui peuvent être concernés par des substances soumises à VLEP et un tableau qui récapitule l'ensemble des substances présentes dans votre inventaire qui sont soumises à VLEP. Donc, on vous rappelle bien sûr les VLEP. On vous indique si la VLEP indiquée est applicable aujourd'hui ou pas. Et ce qui est important, c'est de savoir, pour mettre en place éventuellement une campagne de mesure, si c'est pertinent ou si la réglementation vous l'impose, selon les cas, de savoir où cette substance expose, dans quelle situation cette substance peut se retrouver sur le lieu de travail. Donc si on s'intéresse par exemple au styrène, en cliquant sur cette loupe, on va tomber sur le menu suivant que je vous présenterai après sur l'onglet de traçabilité, avec une situation déjà filtrée sur la substance en question. Et ainsi, vous pouvez visualiser que le styrène est contenu dans les produits qui sont listés là, que ces produits sont utilisés dans ces zones-là, avec ce niveau de risque. Et ainsi, vous pouvez aisément venir déterminer la pertinence de la réalisation d'une campagne de mesure ou non. Bien évidemment, vous pouvez venir exporter ces résultats sous format Excel avec les filtres qui sont pris en compte et puis les résultats, donc là ici les situations qui exposent au styrène. Si je reviens à mon plan d'action, vous avez la possibilité d'exporter ces tableaux directement des substances contenues dans l'inventaire qui sont soumises à des VLEP. Comme ça, vous pouvez facilement les retraiter. Dans le plan d'action, vous avez également à votre disposition un troisième onglet qui est la synthèse du plan d'action. Cette fois-ci, toutes catégories confondues, vous avez la liste de l'ensemble de vos actions. J'en ai fini pour les différentes étapes de la démarche dans le logiciel. Mais le logiciel, je vous le disais, met aussi à disposition différents outils, fonctionnalités annexes. Donc ça se passe dans les menus suivants. Dans ce menu jumelle exploitation des données, donc vous avez trois onglets. Un onglet sur un écran qui vous détaille des informations sur les FDS des produits, la liste des produits qui seront sans FDS dans le logiciel, la liste des produits dont les FDS pourraient être anciennes et dont une mise à jour pourrait exister, et il faut que vous puissiez vous renseigner auprès de votre fournisseur. Deuxième onglet, un focus sur les produits CMR, donc les produits étiquetés CMR1A, 1B dans votre inventaire, les produits étiquetés qui contiennent des substances CMR1A et 1B, et les agents chimiques soupçonnés d'être CMR. Bien sûr, vous pouvez également faire des exports Excel de ces écrans, que vous pouvez bien sûr venir filtrer avec les paramètres qui sont mis à votre disposition. Le troisième onglet, c'est l'onglet de traçabilité. On vient de le voir notamment dans la gestion des substances soumises à VLEP. Mais c'est dans cet outil que vous pourrez avoir accès à l'ensemble des informations du logiciel et faire des recherches relativement puissantes puisque vous avez accès à de nombreux filtres. Bien sûr, les dates en fonction des produits que vous avez saisis. Donc, par exemple, vous allez vous intéresser à l'année 2019 en termes d'exposition. Vous sélectionnez l'année 2019. Donc vous allez voir disparaître potentiellement les produits qui n'étaient pas utilisés à cette période. Vous vous intéressez peut-être pas à toutes les zones. Vous allez vous intéresser par exemple au poste de gel cotage. Vous savez qu'au poste de gel cotage, à cette époque, eh bien, les salariés qui y travaillent sont exposés à ces produits et ces niveaux de risque. Vous pouvez bien sûr exporter ces résultats. Vous pouvez aussi vous intéresser à un produit en particulier, une substance en particulier, on l'a vu par exemple avec le styrène, on peut le refaire avec le formol si vous le voulez. Voilà, et on voit du coup que le formaldéhyde est contenu dans ces produits. On peut le faire aussi sur les champs personnalisés. Par exemple, si on s'intéresse aux ICPE, on retrouve le filtre, où vous pouvez filtrer sur toutes les valeurs contenues dans le champ rubrique ICPE, ou bien directement sur une des valeurs, par exemple à 1510. Et donc vous pouvez exporter, pareil, les résultats.
Donc c'est vraiment un outil très très intéressant. Vous pouvez aussi filtrer sur les mentions de danger des produits, les mentions de danger des substances. Le menu suivant met à votre disposition un éditeur d'étiquette de reconditionnement. Sur la base des informations saisies, voilà, le logiciel vient générer une étiquette au format réglementaire. Ensuite, vous avez différents documents mis à votre disposition, notamment le document d'aide en ligne qui est très volumineux mais qui regroupe l'ensemble du contenu de ce bouton point d'interrogation. Et vous avez aussi le document démarche d'évaluation dont je vous ai déjà parlé, qui est donc le document qui détaille en une trentaine de pages la démarche d'évaluation utilisée dans le logiciel, et on vous conseille vivement de vous y référer et de le lire avant d'utiliser le logiciel. Troisième onglet, un outil de simulation pour éventuellement voir quel est l'impact d'un changement de produit ou d'un changement de paramètre avant de pouvoir effectivement mettre en place ces changements. Donc, par exemple, on va ici examiner la situation de pulvérisation de gel côte. En démarrant la simulation, je retrouve l'ensemble des paramètres. Et par exemple, si je suis dans une démarche de substitution, je peux venir sélectionner le produit de substitution, je le choisis au hasard ici, et visualiser le gain éventuel sur le niveau de risque. Alors attention, s'il y a un gain sur le risque inhalation, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas une dégradation du niveau de risque ou l'apparition d'un autre risque. Donc voilà, vous pouvez exporter un rapport de cette simulation au format PDF. Où vous aurez les paramètres d'origine, les paramètres simulés et le résultat comparatif. Enfin, dernier menu, c'est le menu des imports et des exports. Donc, menu qui va consister à partager, à pouvoir exploiter vos données. Vous pouvez faire différents exports. Donc, exporter au format Excel via différentes feuilles Excel l'ensemble du contenu de votre inventaire. Vous pouvez aussi venir exporter l'inventaire complet au format serich.ser pour faire une copie de sauvegarde, comme vous feriez un copier-coller de votre fichier sous Windows pour en faire une sauvegarde, ou au format lecture seule. Cette fois-ci, le fichier serait uniquement consultable en lecture et pas en écriture. Donc, vous pourriez le transmettre de manière sereine à des collaborateurs, à la médecine du travail, l'inspection du travail, à la CARSAT, pour qu'ils puissent consulter le contenu sans pouvoir le modifier. Ensuite, vous allez pouvoir exporter la base de données produits étiquetés et la base de données substances en deux fichiers Excel distincts que vous pourrez ensuite transférer à un collaborateur, une filiale du groupe, à un autre site, pour qu'il puisse, via le menu d'import, venir réimporter ces produits étiquetés ou ces substances afin de ne pas avoir à les ressaisir. Donc voilà, vous pouvez également, via le fichier Excel vierge qui est figuré ici, disposer donc d'un fichier type Serich formaté au bon format. Si vous disposez d'informations, par exemple dans un fichier de stock, de commande, vous venez coller les bonnes informations, donc le nom du produit dans cette colonne, le nom du fournisseur dans celle-ci, et en venant importer via ce module dans le logiciel ces informations, le logiciel viendra créer les produits. Vous n'aurez plus qu'à venir compléter avec les informations manquantes. Enfin, vous avez à votre disposition un outil de fusion d'inventaire pour venir rassembler les informations de deux inventaires. Bien, j'en ai fini avec la démonstration des différentes fonctionnalités du logiciel. Je vais maintenant pouvoir passer à la réponse à vos questions. Vous nous en avez posé de nombreuses lors de votre inscription, je vous en remercie. On a sélectionné celles qui sont revenues le plus souvent. Alors, vous vous interrogez sur la mise à jour de Serich. Comment cela fonctionne-t-il? Bien, je vous disais que si vous utilisez un ordinateur connecté à Internet, le logiciel va détecter les mises à jour automatiquement. Il y a deux types de mises à jour. Vous avez, si l'IADRS fait des mises à jour concernant les informations à propos des risques chimiques, sur de la nouvelle documentation, sur de nouvelles VLEP, de nouvelles mentions de danger. Alors, ces mises à jour seront transparentes pour vous, utilisateurs, puisque une fois connecté à Internet, le logiciel va télécharger automatiquement les informations et elles seront prises en compte
lors de la prochaine ouverture du logiciel. Si nous faisons des modifications plus complexes, plus structurantes pour le logiciel, une nouvelle fonctionnalité par exemple, dans ces cas-là, vous serez invité par cette petite bulle de dialogue à vous connecter au site internet www.serich.fr pour venir télécharger la nouvelle version que vous pourrez installer sur votre ordinateur après avoir désinstallé la précédente. Si vous souhaitez savoir dans quelle version vous êtes, vous allez sur le menu Configuration et dans le troisième onglet à propos, vous visualisez la version du logiciel et la version du référentiel, c'est-à-dire les données. C'est ce qui vient se mettre à jour de manière transparente pour vous. Autre question. Est-ce que le logiciel fonctionne en réseau ou en configuration multisite? Alors, je vous le disais, le stockage des données en réseau est possible, même si on ne vous le conseille pas pour les questions de problématiques de sauvegarde en cas de mauvaise performance de votre réseau. En revanche, le logiciel n'est pas conçu pour être multisite, c'est-à-dire pas d'utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs sur un même inventaire. Grosso modo, le logiciel va fonctionner comme Word. Le premier utilisateur qui a accès à l'inventaire y a accès en écriture. Les suivants qui veulent avoir accès à l'inventaire sont prévenus que le fichier est déjà ouvert et donc ils peuvent l'ouvrir en lecture seule uniquement. Est-il possible de passer du niveau 2 au niveau 3 ou au niveau 1? Alors oui, c'est possible, ça se passe dans le bouton de configuration, ça se passe ici. Dans le menu déroulant, vous pouvez tout à fait sélectionner niveau 1 ou niveau 3. Évoluer vers le niveau 3 à partir du niveau 2 ne pose pas de souci. Par contre, si vous souhaitez régresser vers le niveau 1, alors vous allez perdre des informations puisque le niveau 1 est moins dense, moins précis, moins complet que le niveau 2. Donc, soyez très vigilants si vous devez le faire. Ensuite, vous vous interrogez pour savoir comment vous pouvez gérer vos produits et vos FDS dans le logiciel. Eh bien, ça va se passer notamment au niveau du menu de gestion des produits. Vous avez, dans l'onglet produits étiquetés, la liste de vos produits avec les FDS et leur date de mise à jour. Je prends un produit au hasard. Si vous disposez d'une nouvelle FDS, parce qu'elle a été mise à jour par le fournisseur, vous pouvez venir sauvegarder la FDS qui est là dans ce champ ici, où vous pouvez venir déposer des divers documents, dont l'historique des FDS, et venir ajouter ici la FDS la plus récente, en changeant bien évidemment la date de mise à jour ici. Cependant, suivant les modifications faites dans la FDS, si on a de nouvelles substances, si on a de nouvelles mentions de danger ou des modifications de ces substances ou mentions, alors il faut peut-être considérer tout simplement que ce n'est plus le même produit et que d'un point de vue traçabilité historique des évaluations de risque, alors vous devez considérer que c'est un autre produit et ne pas modifier celui-ci, parce que sinon vous modifieriez directement vos résultats d'évaluation sans pouvoir garder l'historique. Donc ce qu'on vous conseille, c'est simplement de réaliser la duplication de votre produit. L'ancien produit, eh bien, vous pouvez y indiquer via les dates de fin d'utilisation et de présence qu'il n'est plus utilisé. Le logiciel sera au courant. Vous pouvez indiquer dans le nouveau produit que vous renommerez judicieusement et avec les nouveaux paramètres à mettre à jour, indiquer qu'il est utilisé à partir de telle date en indiquant la bonne date dans le logiciel. Et ainsi, vous pourrez venir bien tracer l'ensemble des historiques de vos évaluations de risque. Ensuite, vous nous interrogez pour savoir comment prendre en compte dans le logiciel un produit dilué ou un mélange de produits. Alors, c'est une excellente question parce que c'est un vrai enjeu en matière d'évaluation des risques chimiques dans l'entreprise. Le logiciel et la plupart des méthodes d'évaluation des risques chimiques sont basées sur les dangers du produit et donc sur son étiquetage. Un produit qu'on vient modifier en le diluant ou en le mélangeant à d'autres, eh bien on vient modifier ses dangers, mais on ne dispose plus de l'étiquetage et de la classification officielle du produit, faite par le fournisseur. Donc, Serich ne peut pas vous aider à déterminer ces nouveaux dangers du produit, c'est beaucoup trop complexe. Donc malheureusement, c'est à vous de le faire. Vous pouvez vous baser notamment pour la dilution sur des éléments de classification, des règles de calcul qui peuvent figurer dans le CLP. Mais malheureusement, il est souvent difficile
sans faire de réelles études, d'avoir avec précision les dangers du produit. Alors pour le produit dilué, vous pouvez tout à fait majorer en prenant les dangers du produit non dilué. Quant au mélange de produits, là c'est encore plus complexe, puisque est-ce que le produit final a des dangers qui correspondent à l'association des dangers des produits initiaux? Est-ce que les dangers ont disparu? Est-ce que de nouveaux ont apparu? Une synergie ou pas? Là c'est impossible à automatiser malheureusement. Il faut que vous vous intéressiez à ces questions de votre côté pour pouvoir qualifier les dangers de ces produits. Vous vous demandez pourquoi le logiciel fait régulièrement des focus sur les produits CMR 1A et 1B et pas sur les CMR de catégorie 2. Alors effectivement, vous avez notamment, via ce menu, cet onglet et cet affichage CMR 1A 1B. Pourquoi? Tout simplement parce que réglementairement parlant, les produits CMR de catégorie 1A et 1B sont soumis à une réglementation spécifique qui ne s'applique pas aux CMR de catégorie 2 qui sont considérés comme des agents chimiques dangereux classiques entre guillemets. Donc voilà pourquoi on fait cette distinction dans le logiciel. Rien ne vous empêche, en renseignant bien sûr les dangers du produit et les mentions de danger des substances, de venir pouvoir les identifier dans la traçabilité en venant sélectionner, par exemple, une mention de danger spécifique et à venir justement regarder quels sont les CMR2. Ensuite, vous nous questionnez pour savoir pourquoi la fréquence n'est pas un paramètre qui est pris en compte dans le logiciel. C'est effectivement une question que nous avons régulièrement. Il faut savoir que la méthodologie présentée dans le logiciel qui vous est mis à disposition est issue d'une méthode existante depuis de nombreuses années, depuis une quinzaine d'années, qui était présentée dans un document référencé ND2233 pour ceux qui la connaissent. Et suite au retour d'expérience de ces nombreuses années d'utilisation de la méthode et à son optimisation, il est apparu que la fréquence n'était pas un paramètre déterminant pour la méthode que l'on souhaitait proposer. De plus, CERICH et la méthode d'évaluation des risques résiduels se basent sur le niveau d'exposition lors de la réalisation de la tâche, lors de l'utilisation des produits. On se positionne donc lors de la tâche, et non pas, d'une manière générale, que la tâche soit réalisée tous les jours ou une seule fois dans l'année. Donc ce paramètre de fréquence n'a pas lieu d'être pour ces raisons. Ensuite, vous vous posez la question de savoir s'il est possible de faire des extractions des substances soumises à VLEP et comment les exploiter. Donc, je vous l'ai montré, notamment dans le plan d'action. Vous avez dans la catégorie de mesurage le tableau avec l'ensemble des substances que vous pouvez extraire au format Excel via ce bouton. Vous avez les filtres et donc les substances soumises et les agents chimiques émis avec les VLEP. Vous avez aussi, via la loupe, accès par exemple aux produits qui contiennent du formaldéhyde et vous pouvez donc, en tombant sur la traçabilité, arriver directement sur le tableau et extraire les situations qui exposent au formaldéhyde. Sachez que pour vous aider également à exploiter les résultats de campagnes de mesure, vous avez un logiciel qui s'appelle Altrex Chimie qui est téléchargeable sur le site internet de l'Institut et qui fait une passerelle avec CERICH pour pouvoir vous aider justement à poursuivre la démarche de mesure de ces concentrations atmosphériques de substances soumises à VLEP. Une dernière question pour conclure. Vous nous demandez comment utiliser CERICH pour faire de la substitution de produits. Alors, CERICH ne va pas vous proposer de solutions toutes faites pour substituer tel ou tel produit. En revanche, vous avez à votre disposition, via les outils, l'outil de simulation que je vous ai brièvement présenté, et vous pouvez voir l'impact notamment en changeant de produit pour voir quel est l'impact de tel ou tel produit de substitution.
J'en profite au passage pour vous dire qu'il est aussi possible d'utiliser cet outil de simulation pour vérifier l'opportunité d'installation d'une protection collective comme un captage, par exemple. Alors, dans cette situation, déjà, le captage existant devrait être maintenu. On aurait théoriquement un gain sur le niveau de risque, mais on pourrait aussi, en choisissant, par exemple, un autre, avoir un gain encore plus significatif. Donc voilà, ça vous permet éventuellement de vous positionner sur l'opportunité ou non de faire un changement de produit ou d'un paramètre de la situation de travail. Bien, je vais m'arrêter là. Vous avez posé de très nombreuses questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes. N'hésitez pas à les poser de nouveau sur le site internet de l'INRS ou directement à l'adresse info@inrs.fr, pardon. Je vous remercie vivement d'avoir suivi ce webinaire. Pour information, le replay sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de l'Institut et sur les chaînes YouTube INRS et CERIC. Je vous remercie. Bonne journée.